sont devenus synonymes. Et dans le combat qui les oppose désormais au projet sioniste, certains vont reprendre à leur compte des arguments venus d'Europe. Ainsi, Rachid Rida, celui-là même qui soutenait le capitaine Dreyfus en 1898, est désormais convaincu que les Juifs contrôlent la planète. Dans le cas de Rida, cette idée d'une vaste conspiration juive vient du protocole des sages de Sion, un document fabriqué en 1903 par la police secrète du tsar de Russie Nicolas II en vue de justifier sa politique antisémite. L'ouvrage se présente comme un plan de conquête du monde établi par les Juifs et les francs-maçons. Découvrant qu'il s'agissait d'un faux, le tsar récusa le texte, ce qui ne l'empêcha pas de circuler dans le monde entier. Traduit en arabe et publié en 1925 au Caire, puis en 1926 à Jérusalem, le livre connaît au début une très faible audience, mais il s'agit du véritable acte de naissance d'un antisémitisme arabo-musulman. À partir de maintenant et pour les décennies à venir, c'est l'émotion qui va dominer dès que l'on va parler de Palestine, chez les Juifs comme chez les musulmans. Chacun avec son histoire propre, chacun avec ses peurs. Longue histoire des pogroms en Europe chez les Juifs, humiliation face à l'impérialisme européen chez les musulmans. Un homme l'a parfaitement compris. Il s'appelle Haj Amin el-Husseini. Issu de l'une des plus grandes familles de Jérusalem, il a été nommé quelques années plus tôt par les Britanniques moufti de la ville sainte. Malgré l'affrontement de plus en plus violent entre sionisme et panarabisme, à l'extérieur de la Palestine, les liens entre musulmans et juifs semblent encore solides. C'est le cas en Irak et en Égypte, deux États nouvellement indépendants dans lesquels les juifs paraissent avoir toute leur place. Les Arabes de Palestine ont deux adversaires de taille, les sionistes et les Britanniques. Par souci d'efficacité, le moufti de Jérusalem, Haj Amin el-Husseini, et les autres dirigeants de la révolte décident de s'en prendre aux plus puissants et concentrent l'essentiel de leurs attaques sur l'armée anglaise. Une partie du territoire palestinien passe sous le contrôle des maquis arabes. Les Britanniques confient aux milices juives la défense de leur colonie et se concentrent sur la répression particulièrement féroce de la révolte. Des centaines d'Arabes sont pendus. La vieille ville de Jaffa est rasée, les villages rebelles sont détruits. Ils sont totalement défaits, mais les Britanniques décident d'entendre une partie de leurs revendications. Ils annoncent la fin officielle de l'immigration juive en Palestine, sans pour autant apaiser le ressentiment des Arabes. Surtout, cette révolte a vu le conflit s'étendre aux pays voisins. En Égypte, l'organisation des frères musulmans créée depuis peu organise de gigantesques manifestations où se multiplient les slogans anti-juifs. Fut la Palestine en 1939, Haj Amin el-Husseini refait surface à Bagdad le 1er avril 1941. On le retrouve alors aux côtés d'officiers irakiens pro-nazis qui font un coup d'État contre le roi pro-britannique Abdul Ilah. 2 mois plus tard, l'armée anglaise est aux portes de Bagdad et force les putschistes à fuir. C'est à ce moment-là que les juifs de la ville sont victimes d'un massacre, le Farhoud. Après l'entrée des Anglais à Bagdad, le moufti fuit à nouveau et finit par se réfugier entre l'Italie de Mussolini et l'Allemagne nazie. Le prestige qu'il a acquis dans le monde arabe fait de lui un atout pour les deux régimes totalitaires. Le moufti parlera régulièrement à la radio allemande et tentera de recruter des soldats musulmans pour les forces de l'Axe. Il sera reçu 2 ou 3 fois par Hitler, à qui il demandera de tout faire pour arrêter l'émigration juive en Palestine.
La propagande pro-allemande du Moufti sera pratiquement sans effet. Hormis quelques milliers de Bosniaques, très peu de musulmans s'engageront du côté de l'Allemagne, alors qu'ils seront des centaines de milliers à combattre dans les forces anglaises et françaises. Pendant que le Moufti navigue entre Rome et Berlin, le maréchal Pétain, qui dirige la France depuis Vichy, se lance dans une politique de collaboration avec l'Allemagne. Dès 1940, il fait passer un ensemble de lois anti-juives qu'il va demander au sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, le futur Mohamed V, d'appliquer sur le territoire marocain. Un certain nombre